Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Je suis parce que nous sommes, une devise de l'identité sociale dans plusieurs cultures africaines. Tel est le cas en République démocratique du Congo, dans cette partie du pays, plusieurs dizaines d'organisations rebelles, des troupes étrangères notamment rwandaises et ougandaises se sont impliquées dans des batailles contre l'armée nationale et entre elles pour le contrôle des terres à des fins économiques, politiques. Malheureusement, la population civile, en particulier les femmes qui sont systématiquement soumises à la violence sexuelle extrême, paie un prix lourd dû à ces conflits armés. Souvent, les victimes sont ciblées en fonction de leur identité tribale. Près des 3/4 de la population congolaise vivent dans les zones rurales où les tabous sexuels comptent parmi les éléments clés du système de régulation sociale crucial à la paix et l'harmonie interpersonnelle, intercommunautaire et intergénérationnelle. La transgression de tabous entraînant la souillure a lieu indépendamment de l'existence d'un choix conscient et libre de la personne concernée. Selon Ricoeur, Maïcha et de Mazur, le contact avec le tabou de viol expose ainsi les victimes et leur parenté aux conséquences reliées au bris de ce tabou sexuel, conséquences anticipées qui déclenchent une peur extrême dans la communauté affectée et pèsent lourd sur la continuité et la qualité des relations post-viol. Étant donné la forte interdépendance entre la vie individuelle et la vie communautaire dans les cultures rurales congolaises, le comportement d'une personne préoccupe toute la communauté d'appartenance. Lorsque nous avons conçu le projet de recherche sur les tabous sexuels ayant mené au présent ouvrage, nous avons avancé l'hypothèse selon laquelle les croyances reliées aux tabous sexuels engendrent, au sein de la communauté, une image de soi souillée de la victime de viol qui elle-même, attachée à ses croyances, intègre cette image. Nous avons pensé que pareille image issue de l'interprétation culturelle du viol serait à la base du rejet social dont la victime est souvent l'objet. Nous nous sommes interrogés s'il était alors possible d'aider la victime à reconstruire son image de soi pour elle-même et pour sa communauté à travers un processus thérapeutique. Nous nous sommes aussi interrogés sur le rôle potentiel du rite de purification dans ce processus thérapeutique. Nos lectures nous ont incités à explorer cette hypothèse de façon scientifique et tenter de répondre à ces questions dans le cadre de ce travail. Ainsi, nous analysons les défis que posent les tabous sexuels dans le processus de guérison thérapeutique des femmes victimes de viol à l'est de la rez-de-chaussée, défis qui, comme nous le verrons plus loin, préoccupent aussi bien les victimes que leurs thérapeutes et leur communauté. Nous explorons et analysons 1. Le rôle que jouent les tabous sexuels dans la perception de soi et la perception sociale des victimes. 2. Comment la thérapie peut aider les victimes à surmonter des difficultés reliées aux tabous sexuels, B. à reconstruire leur image de soi et C. à réussir leur réintégration communautaire, et 3. le rôle que pourrait jouer le rite coutumier de purification dans le processus de reconstruction de l'image de soi et de l'autre. Ce travail comporte 2 parties. La première partie a trait à 1. La revue de la documentation sur A. la rez-de-chaussée, contexte dans lequel la recherche s'est déroulée, B. le viol et C. le tabou et la souillure, plus particulièrement le tabou sexuel en Afrique subsaharienne, ainsi que 2. la méthodologie de la recherche. Quant à la deuxième partie, elle porte sur 1. les profils des participants NES, 2. la présentation, l'analyse et la discussion partielle des résultats et 3. la discussion finale des résultats et l'apport de la présente recherche au domaine de la thérapie. Partie 1. Revue de la documentation et méthodologie. I1. Revue de la documentation. Au sujet des auteurs. Le tabou, la souillure et le rite, ainsi que le viol ont fait l'objet de plusieurs documents scientifiques. Des auteurs issus de différentes disciplines dont l'anthropologie, l'ethnographie, la sociologie, la psychologie, la théologie et l'histoire y ont consacré des travaux. Comme nous le verrons au point I1.3, le tabou, Sigmund Freud définit le tabou sur la base du caractère sacré et impur des interdits, limitations, ainsi que des conséquences de la transgression de ceux-ci. De son côté, comme nous le verrons au point I1.3.1, B. Tabou sexuel et rapport homme-femme, Lucien Lévy-Bruhl attribue une dimension sociale à la souillure issue de la transgression du tabou sexuel.
Ces auteurs de grande renommée et chaque autre auteur que nous citons contribuent au fondement scientifique de la présente recherche. Cependant, nous nous appuyons plus particulièrement sur les travaux de Mary Douglas, Paul Ricoeur, Jean Cazeneuve et Laura Lévy-Macarius pour étudier le tabou, la souillure et le rite de purification. Douglas a étudié le tabou de souillure dans le contexte de la rez-de-chaussée. Son travail constitue donc une base intéressante pour notre étude. Comme elle, Ricoeur et Cazeneuve étudient à la fois la souillure et le rite auquel l'humain qui transgresse un tabou a recours pour se remettre dans les conditions socialement acceptables. Ce couplage de la souillure au rite fait de ces travaux des ressources importantes pour notre recherche. S'agissant de Macarius et d'autres auteurs que nous abordons plus loin, leurs études sur le fondement du tabou constituent d'importantes ressources. Au sujet du viol, nous recourons plus souvent aux travaux de Bernard Billon, Johann MacGregor et Johanna Bourke pour l'étude des typologies du viol. Le travail de Billon renseigne surtout sur la typologie basée sur le nombre d'agresseurs, alors que celui de MacGregor se base sur l'existence d'un lien relationnel ou de son absence entre l'agresseur et la victime. Certains auteurs comme Carol Rittner et John Carros et Louis Guinamar ont étudié le viol dans le contexte de la rez-de-chaussée. Nous nous référons souvent à leurs travaux. Pour la méthodologie de recherche, nous nous basons surtout sur les travaux de Cathy Charmaz et John W. Creswell. Le choix de ces auteurs est discuté au point I2, méthodologie. À titre introductif, nous présentons ci-dessous ce que disent Douglas et Ricoeur au sujet de la souillure et du rite de purification. Douglas, 1921 à 2007, était une anthropologue issue d'une famille fervente catholique romaine. Elle écrit sur différents modes de fonctionnement dans plusieurs cultures, particulièrement dans la catégorisation et la réglementation du contact avec la souillure. Son livre porte principalement sur la catégorisation en pur et impur des animaux chez les Lélés du Kasaï dans l'actuel rez-de-chaussée, mais aussi sur d'autres formes d'activité, notamment la sexualité qui comporte des interdits culturels dont la transgression occasionne la souillure. Douglas affirme ceci par rapport à la souillure. Le corps est le miroir de la société. La crainte de la souillure est un système de protection symbolique de l'ordre culturel. La société est menacée de l'extérieur comme de l'intérieur. Des lignes de partage dangereuses séparent les groupes antagonistes, suscitent des rôles contradictoires plus ou moins ambigus. C'est dans ces interstices du système social que la sorcellerie comme la souillure se loge. C'est là qu'il importe de se livrer à des rites, positifs ou négatifs, de purification. Les interdits, en s'opposant à la contagion de la souillure, protègent la santé morale du corps social, préservent son unité. Selon Douglas, la souillure a 4 fonctions morales. 1. Elle clarifie l'opinion sur la commission ou la non-commission d'une infraction, lorsque la situation morale est mal définie, et 2. Lorsque 2 principes moraux sont en conflit, en concentrant sur une réalité simple des inquiétudes des gens. 3. Elle véhicule des croyances en des effets néfastes et cela aggrave la sévérité d'une mauvaise action qui autrement pourrait être minimisée, et 4. En absence de sanctions concrètes, les croyances à la souillure découragent les mauvaises intentions. De son côté, Ricoeur, 1913 à 2005, s'intéresse au lien entre l'humain et le sacré ainsi que la crise dont souffre ce lien à cause du mal de la souillure. Ricoeur définit le tabou en ces termes. C'est une condition d'objet, d'action ou de personne isolée ou interdit à cause du danger que présente tout contact avec eux. La souillure en est un symbole qui adhère à toute chose hors du commun, toute chose terrifiante dans le monde, des choses attrayantes et répulsives en même temps. Cela fait d'elle un phénomène inexhaustible et difficile à éradiquer. Pour Ricoeur, le symbolisme de souillure comporte, comme pour chaque symbole, 3 dimensions, hiérophanique, religieux, sacral, cosmique, qui touchent à la conscience réflexive de soi, onirique, rêve, où l'on peut apercevoir le symbolisme le plus fondamental et stable de l'humanité. On passe de la fonction cosmique à la fonction psychique du symbolisme, et l'imagination poétique qui doit être distinguée de l'image si cette dernière signifie absence du réel. Selon Ricoeur, la souillure, comme le péché et la culpabilité, est un symbole du mal. Elle est sujet de peur et bloque la raison. Ricoeur affirme qu'avec la souillure on entre dans le règne de terreur. La souillure fait appel aux conséquences. Elle anticipe une punition qui nourrit la peur d'être infecté par le contact avec l'interdit. Ricoeur parle notamment des formes d'interdiction sexuelle, inceste, sodomie, les restrictions en lien avec le temps ou le lieu,
qui font de la sexualité un domaine de souillure. Il évoque une complicité indissociable entre la sexualité et la souillure depuis des temps immémorables. Ainsi, le rite de mariage, entre autres, vise-t-il à purifier la sexualité. Il offre une structure à l'intérieur de laquelle la sexualité cesse d'être impure. Le contact sexuel hors norme est donc perçu comme une attaque à un ordre établi, de sorte que le malheur et la souffrance deviennent les prix à payer par le transgresseur et ceux avec qui il est en contact. Si un homme ne réussit pas à attraper des poissons ou des gibiers, c'est parce que sa femme a commis l'adultère. Il y a un lien solide entre la souillure et la souffrance vécue dans la peur et le tremblement. Pour Ricoeur, la souillure comporte une représentation objective qui se traduit dans quelque chose qui infecte le corps et se matérialise en une tâche, et une représentation subjective et affective à travers une peur qui anticipe des représailles face à la transgression de l'interdit. Ces pouvoirs symboliques assurent la survie à la souillure depuis des millénaires. Ricoeur affirme que la nature symbolique du rite de suppression introduit la souillure dans l'univers des symboles, alors que les mots prononcés face à une tâche muette et impure instituent le tabou. Dans le cadre du tabou, une loi est prononcée en forme d'interdit. Une personne devient souillée aux yeux des autres dans le langage de certaines personnes. La même loi prévoit de dire ce qui doit être fait pour que l'impur soit purifié. L'interdit exclut la présence de toute personne souillée à certains endroits, notamment les endroits dits sacrés, par exemple, la hutte du chef ou un lieu où la vie serait en danger tel qu'un site de chasse et un lit de malade, et dans les endroits publics, ce qui condamne l'accusé à un isolement social. L'exil ou la mort de la personne accusée constitue une annulation de la souillure dans la région où la transgression de l'interdit a eu lieu. Ricoeur note que la détermination de pureté et d'impureté est l'œuvre d'une imagination culturelle, dans le but qu'une société se dote d'une mémoire éthique. Pour Ricoeur, la peur est indispensable à toute forme d'éducation. Il souligne qu'un projet d'éducation qui renonce à l'interdit et à la punition, et élimine ainsi tout sentiment de peur, est un projet nuisible. Anthropologues et philosophes respectivement, Douglas et Ricoeur décrivent le rôle régulateur social du tabou, ainsi que celui du rite de purification qui rétablit la paix en lieu de la peur des conséquences reliées à la transgression du tabou. Grâce au rite et au discours, ce qui a eu lieu est réinterprété de telle façon que ce qui aurait dû être prévaut sur ce qui fut, que les bonnes intentions permanentes prévalent sur les aberrations temporaires. Nous mettons en discussion d'autres auteurs sous le thème du tabou au point I1.3. Mais d'abord, voici brièvement ce que dit la documentation sur la rez-de-chaussée, pays où nous avons mené cette recherche. I1.1. La République démocratique du Congo en bref. I1.1.1. Territoire. La République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, s'étend sur 2 345 000 km² au centre de l'Afrique. En 2005, un vote référendaire a validé la Constitution, promulguée un an plus tard en 2006, qui répartit le pays en 26 provinces. Les provinces sont à leur tour subdivisées en différentes juridictions: districts, villes, territoires, collectivités, chefferies, secteurs, groupements, villages et quartiers, dirigés respectivement par des commissaires de district, maires de ville, administrateurs de territoire et chefs de groupement village-quartier. La rez-de-chaussée compte 9 pays voisins. Pendant les différentes guerres depuis 1996, 6 pays d'entre eux ont engagé des troupes militaires aux côtés du gouvernement, des rebelles ou de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. À la suite de ces interventions militaires internes et externes, le gouvernement congolais peine à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire national, ce qui entraîne de l'insécurité dans les provinces de l'est du pays. Notons que l'État congolais remonte au XIXe siècle. Il a connu des reconfigurations pendant les périodes précoloniales et coloniales. Dans le cadre de ce travail, nous nous focalisons sur le Congo postcolonial, c'est-à-dire du 30 juin 1960 à nos jours, car la décolonisation occasionne un changement important dans la gestion du pays avec l'accès au pouvoir des nationaux congolais. Dès lors, il y a un système différent de gestion socio-économique et politique du nouveau pays rebaptisé République du Congo. Toutefois, on peut se poser des questions sur le rôle de l'héritage colonial dans l'histoire du Congo postcolonial,
et ce plus particulièrement dans l'instabilité institutionnelle et les conflits armés récurrents. Sur cette question, Sánchez Mazza et Licata dressent un portrait ambivalent du système colonial. D'une part, leurs recherches soulignent des actions civilisatrices et de pacification par ce système, en mettant fin aux guerres intertribales précoloniales. D'autre part, les auteurs soulignent un rapport d'abus contre les nationaux congolais. Sánchez Mazza et Licata pensent cependant que pareil regard de victimisation permet d'excuser les échecs rencontrés par le groupe les Congolais pendant et suite à la décolonisation. I1.1.2 Population. La rez-de-chaussée compte une mosaïque de tribus et d'ethnies. Plus de 450 langues et dialectes y sont parlés. Le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba sont les langues nationales, alors que le français est la langue officielle héritée du système colonial. En 1959, la population congolaise fut estimée à 25 903 000 personnes. Aujourd'hui, le nombre de Congolais est estimé à plus de 70 millions. Lors du recensement des électeurs pour les élections présidentielles et législatives de 2011, 32 24 640 personnes, dont la moitié comprenait des femmes, ont été identifiées. Selon la nouvelle constitution, la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. I1.1.3 L'État et ses institutions politiques de 1960 à nos jours. Le 19 mai 1960, des constituants belges ont élaboré une loi fondamentale qui reconnaît au Congo deux types d'institutions, centrales et provinciales locales. Dans les premières, la gestion du pays est assurée par la présidence, le gouvernement, la Chambre des représentants, le Sénat et le commissariat d'État avec différentes attributions pour chacun d'entre eux. Quant aux provinces, elles sont dirigées par le gouvernement provincial et le pouvoir législatif provincial. La loi fondamentale prévoit une séparation de responsabilités entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux, une prévision qui va se maintenir dans la première constitution élaborée par des constituants congolais en 1964. Cette dernière fait de la rez-de-chaussée officiellement un État fédéral dans lequel les provinces gardent une certaine autonomie du pouvoir central. Parmi les constituants congolais qui ont élaboré cette première constitution figure l'opposant historique Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les institutions démocratiques dans la jeune nation congolaise dureront seulement 5 ans. En effet, à plusieurs occasions depuis l'accession à l'indépendance, la rez-de-chaussée connaît une réorganisation des institutions qui conduit à la reconfiguration du pays quant à la relation entre la capitale nationale Kinshasa et les capitales provinciales et à la consolidation du pouvoir aux mains du président, notamment le président Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga qui a régné pendant 32 ans. L'assassinat, le 17 janvier 1961 d'Emery Patrice Lumumba, l'un des pères de l'indépendance, suscite des rébellions conduites par ses partisans nationalistes. Une situation qui créa un désordre politique et occasionna 2 coups d'État militaires dirigés par Mobutu les 14 septembre 1960 et 25 novembre 1965. Le coup d'État militaire en 1965 mit fin à la première république postcoloniale, et Mobutu s'autoproclama président de la République. Entre 1965 et 1967, plusieurs ordonnances présidentielles entrent en vigueur. Le président consolide le pouvoir législatif autour de lui. La monopolisation du pouvoir se poursuit avec une nouvelle constitution promulguée le 24 juin 1967. 5 institutions gèrent le pays. Le président de la République est chef du gouvernement, le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle et les cours et tribunaux. Parmi les changements remarquables, le président se retrouve aussi à la tête du gouvernement et non pas le Premier ministre comme il en était le cas dans la Première République. Le fédéralisme est abrogé, la rez-de-chaussée devient un pays unitaire, mais à quel prix ? Ces changements sont à la base des grandes formations d'opposition politique incarnées notamment par Tshisekedi, chef historique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et Antoine Gabriel Kyungu Akumanza, chef de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNFC. Au pouvoir dans un pays déclaré unitaire, le régime de Mobutu multiplie les changements des institutions nationales. Le 23 décembre 1970, le Mouvement populaire pour la Révolution,
MPR, parti présidentiel, devient une institution nationale à part entière. Il est suivi hiérarchiquement du président assisté par des ministres et les assemblées provinciales. 4 ans plus tard, le MPR devient la seule institution nationale qui, selon la révision constitutionnelle du 15 août 1974, est aussi un parti-État auquel l'adhérence est obligatoire pour tous Zaïrois. Le mouvement populaire pour la révolution est la nation zaïroise organisée politiquement. Le pays se résume ainsi dans le MPR qui se résume aussi dans Mobutu. Une idéologie dénommée mobutisme doit être vulgarisée auprès des citoyens zaïrois. Pendant 37 ans, dont 32 à la présidence, Mobutu se montre un acteur incontournable qui s'approprie tout au Congo aux dépens du bien-être économique, social et sécuritaire des citoyens. Nous avons vu qu'en 1967, par l'entremise du MPR, Mobutu est devenu la seule institution politique du pays au point qu'il décide par des décrets à qui il accorde la nationalité congolaise. En effet, Mobutu décrète une loi qui confère automatiquement et collectivement la nationalité zaïroise à tous les migrants rwandais arrivés au Congo avant le 30 juin 1960. Ce décret a lieu en 1972 lorsque Barthélemy Bisengimana, un migrant rwandais, est directeur de cabinet du président. L'octroi collectif de la nationalité aux migrants soulève des fortes tensions entre ceux-ci et les populations autochtones des provinces du Kivu où s'est installée la majorité des migrants. Face à cette indignation de la population et suite à la fin du mandat de Bisengimana en 1977, Mobutu renverse sa propre décision en 1981. Il révoque la nationalité octroyée collectivement aux migrants rwandais sur la base de leur présence au Congo avant le 30 juin 1960. La nationalité sera reconnue seulement aux individus dont les ancêtres étaient au Congo, à partir du 1er août 1885. La loi numéro 81002 du 29 juin 1981 stipule ceci. Et zaïroise toute personne dont un des descendants est membre d'une tribu établie sur le territoire dans ses limites du 1er août 1885. D'autres révisions de la Constitution en faveur du MPR et son président ont eu lieu en 1980 et 1982. Ce n'est qu'en 1990 que Mobutu décide d'une consultation populaire appelée Conférence nationale souveraine, CNS, de janvier à avril 1990, qui déboucha à l'ouverture au multipartisme, la fin de l'institutionnalisation du MPR, une période de transition et un projet d'élaboration d'une nouvelle constitution pour la Troisième République. Prévue pour 1 an, soit jusqu'au 30 avril 1991, la transition décidée à la CNS se poursuivra même après le renversement de Mobutu par Kabila le 17 mai 1997. De 1990 à 1997, la gestion du pays est tenue par 3 pouvoirs, exécutif, le président et le gouvernement, législatif, le Haut Conseil de la République et le Parlement et judiciaire, les cours et tribunaux. Arrivé au pouvoir grâce à la victoire de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération, AFDL, Laurent-Désiré Kabila procède le 27 mai 1997 par le décret-loi constitutionnel No 003 qui abroge l'ancienne constitution. Il rebaptise le pays rez-de-chaussée, qu'il dirige sans constitution jusqu'à son assassinat le 16 janvier 2001. Il est important de rappeler que Kabila figure parmi les nationalistes qui ont mené des luttes armées dans les années 60 à la suite de l'assassinat de Lumumba. Il avait fondé et dirigé depuis le 24 décembre 1967 le Parti révolutionnaire du peuple, PRP, qui a coalisé avec 3 autres mouvements politico-militaires pour fonder l'AFDL en 1996. Après l'assassinat de Kabila, son fils Joseph Kabila devient le nouveau président du pays le 26 janvier 2001. Depuis la succession de Kabila fils au pouvoir, 2 constitutions ont été élaborées. La première, adoptée le 1er avril 2003, ajoute 5 institutions d'appui à la démocratie aux 3 institutions précédentes. Il s'agit d'une constitution de transition issue des efforts de pacification, après la deuxième guerre dite de libération entre 1998 à 2003. Ce n'est que le 18 février 2006 que sera promulguée la Constitution, qui consacre le début de la Troisième République. La grande transition zaïro-congolaise aura duré près de 16 ans. Dans la nouvelle Constitution,
On note un retour au fédéralisme abandonné depuis 1967. La Troisième République comprend des institutions centrales et des institutions provinciales. Les institutions d'appui à la démocratie introduites dans la Constitution de transition sont réduites au nombre de deux, soit la Commission électorale et indépendante et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il devient clair que de son indépendance à nos jours, la rez-de-chaussée connaît une instabilité et une fragilité institutionnelle. Très réputé pour la richesse de son sous-sol, ce pays, dont nous venons de tracer l'historique, compte une population politiquement asphyxiée par une succession d'hommes forts au détriment d'un pouvoir institutionnel juste et équitable. L'impasse politique accumulée au cours de 32 ans de dictature, ainsi que les tensions autour de la question de nationalité parmi la population à l'est du pays ont plongé la rez-de-chaussée dans une série de guerres qui durent encore. Affaiblie par les régressions multiformes qu'entraîne l'absence des institutions démocratiques, la rez-de-chaussée peine encore aujourd'hui à se reconstituer en état sécuritaire pour ses citoyens. I1.1.4 La guerre. La rez-de-chaussée est en proie aux hostilités armées depuis 1996 dans ses provinces orientales. Plusieurs dizaines de mouvements rebelles, souvent regroupés à l'intérieur d'une identité tribale, s'affrontent entre eux et contre l'armée régulière. Les armées étrangères, notamment celles du Rwanda et de l'Ouganda, se sont impliquées à plusieurs reprises dans la guerre au Congo. Des intérêts économiques reliés au contrôle des zones riches en minerais, ainsi que la haine intertribale sont souvent cités parmi les causes des conflits armés en rez-de-chaussée. En novembre 1996, la coalition AFDL hostile au régime de Mobutu déclenche la guerre à l'est de la rez-de-chaussée. L'AFDL regroupe le Parti révolutionnaire du peuple, PRP de Kabila, le Conseil national de résistance pour la démocratie, CNRD, de Kizazu Ngandu, le Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, MRLZ, d'Anselme Mazazu Nindaga et l'Alliance démocratique des peuples, ADP de Deogracia Bujra. Après le renversement de Mobutu, l'alliance ne durera qu'un an. Le 2 août 1998, les alliés de Kabila se retournent contre celui-ci et fondent le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, qui occupa l'est du pays pendant 5 ans. À l'ouest, le Mouvement de libération du Congo, MLC, un autre mouvement rebelle dirigé par Jean-Pierre Bemba occupe plusieurs villes et territoires. Comme Kabila en 1996, ses alliés devenus ennemis sont appuyés militairement par le Rwanda et l'Ouganda. Ceux-ci se retirent officiellement du Congo en 2002 après les accords, d'un côté de Pretoria, Afrique du Sud, entre les gouvernements congolais et rwandais, et d'un autre côté de Luanda, Angola, entre les gouvernements congolais et ougandais. Le retrait de ces militaires rwandais et ougandais est précédé par l'arrivée des forces onusiennes, dont le déploiement débute en mars 2001, et la tenue du dialogue intercongolais à partir d'avril 2002 à Sun City, en République sud-africaine. Le dialogue intercongolais débouchera à l'accord-cadre de Sun City conclu en avril 2003. L'accord officialise le retrait de l'effectif maximal des troupes étrangères de la rez-de-chaussée et le partage du pouvoir entre le gouvernement congolais et les chefs rebelles sous la formule 1+4. Kabila reste président, il sera assisté de 4 vice-présidents. Azaria Ruberwa-Manoa, pour le compte du RCD, est chargé des questions politiques ainsi que de la défense et de la sécurité nationale. Il est originaire de la communauté des migrants rwandais, qui ont justifié la prise des armes par le motif suivant: réclamer la nationalité leur ayant été accordée, puis retirée par Mobutu. Bemba Gombo, issu du MLC, se charge de la finance. Quant à Arthur Zaidi Ngoma, issu de la société civile, et Yerodia Abdoulaye Ndombossi, issu du camp au pouvoir, ils se chargent respectivement des questions sociales et de la reconstruction nationale. Monsieur Ndombossi agit pour le compte du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, PPRD, parti cofondé par Kabila en remplacement de l'AFDL. L'accord de Sun City prévoyait l'intégration des éléments rebelles dans l'armée nationale. Cependant, les militaires Tutsis du RCD issus de la communauté rwandophone refusent d'être mutés du Kivu sous prétexte de protéger la population issue de leur ethnie qui serait menacée par des milices rwandaises, les Interahamwe, réfugiés à l'est de la rez-de-chaussée.
Parmi les Interahamwe, figurent des personnes accusées de crimes durant le génocide de 1994 au Rwanda. Ce génocide est déclenché à la suite de l'assassinat le 6 avril 1994 des présidents rwandais et burundais Juvenal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira, deux chefs d'État appartenant à l'ethnie Hutu en conflit civil avec les Tutsis. Le refus d'intégration des militaires du RCD dirigé par l'ex-général Laurent Nkunda occasionne la Troisième Guerre du Congo. En 2004, Nkunda et ses troupes occuperont temporairement la ville de Bukavu avant d'officialiser leur rébellion en décembre 2006 sous l'appellation du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Un accord de paix est signé le 23 mars 2009 à Goma, entre le CNDP et le gouvernement congolais. 2 mois auparavant, Nkunda est mis en résidence surveillée au Rwanda où il se trouve encore contre la volonté du gouvernement congolais, qui aurait demandé son extradition vers la rez-de-chaussée. Le cycle de guerre n'a pas pris fin avec l'accord du 23 mars 2009. Le M23, un nouveau mouvement rebelle baptisé au nom de la date de signature de l'accord et regroupant des anciennes troupes du CNDP, déclenche à nouveau la guerre au Nord Kivu. Il s'empare temporairement de la ville de Goma en 2012. En novembre 2013, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les troupes de l'ONU, lancent une grande offensive et défont les forces du M23 qui se réfugient au Rwanda et en Ouganda. Les FARDC poursuivent encore leur offensive contre d'autres groupes armés locaux et étrangers, qui causent d'énormes désolations parmi les populations civiles à l'est du pays. À la suite des différents problèmes politiques et militaires qui ont marqué l'histoire de la rez-de-chaussée durant plus d'un demi-siècle, ce pays fait maintenant face à plusieurs défis pour se reconstruire et jouir d'une paix sociale durable. Dans les régions de l'Est les plus touchées par les guerres, une réconciliation intercommunautaire tarde à se réaliser. La population de certains territoires subit encore des grandes atrocités commises notamment par des milices. Avec l'organisation de 2 élections présidentielles, l'une en 2006 et une autre en 2011, ainsi que la restauration de l'autorité de l'État par la reconquête de la majorité du territoire national aux mains des milices rebelles, il y avait lieu d'espérer pour un Congo démocratique et pacifique où chaque citoyen et résident pourrait vivre en sécurité indépendamment de son statut social, leur appartenance tribale ou de son sexe. I1.2. Viol. La population civile, particulièrement les femmes qui font systématiquement l'objet de viols, paie un prix lourd dans les conflits armés récurrents en rez-de-chaussée. Pendant les conflits, le viol est utilisé contre les femmes et les filles, et parfois contre les hommes et les garçons, dans le but notamment d'infliger une forte souffrance à la communauté de la milice ennemie. En avril 2010, sur les antennes de la BBC, Madame Margot Wallström, représentante spéciale de l'ONU sur la violence sexuelle pendant les conflits, déclarait l'Est de la rez-de-chaussée comme la capitale mondiale du viol où plusieurs dizaines de milliers de femmes et de filles ont été brutalement violées. Le viol pendant la guerre s'est aussi produit ailleurs. Pendant plusieurs guerres à travers le monde, comme nous le verrons plus tard, le viol a été utilisé pour envahir, occuper et humilier la communauté prise pour adversaire. Nous présentons ainsi, sur la base de la documentation scientifique consultée, une analyse du viol. Nous en examinons 1. La typologie, 2. La motivation et 3. Les conséquences. Des chercheurs de différentes disciplines ont consacré des travaux au viol. Plusieurs questions sont soulevées sur ce type de violence, souvent pour alimenter un débat social sur le statut de la femme et l'égalité des genres, ou pour prononcer un jugement de culpabilité ou de non-culpabilité dans un tribunal. Qu'est-ce qu'un viol ? Pourquoi les hommes violent-ils ? Pourquoi ça arrive à elles ? Quelles sont les conséquences du viol ? Des chercheurs et ou cliniciens se posent ces questions pour comprendre la problématique du viol. D'autres, comme les violeurs, cherchent à légitimer leurs actes ou à les regretter. Quant aux victimes, le débat semble ne leur accorder aucune parole ou du moins une parole fort limitée. Elles sont dans certains milieux dans l'ombre de leur mari, familles communautés qui réclament eux-mêmes le statut de victime. Pour celles qui peuvent le faire, elles s'expriment de préférence dans l'anonymat. Ne serait-ce pas souhaitable de ne jamais se poser ces questions en tant que victime ? Pas dans tous les cas. En effet, il existe des cas où le violeur ne laisse pas la chance à la victime de rester en vie pour se poser ces questions,
ce qu'elle se représente du viol ne sera jamais connu. Ainsi, au cours de toute recherche sur le viol, nous estimons qu'il est important aux chercheurs de se soumettre à un exercice d'humilité et de prendre très au sérieux les défis de la victime à s'exprimer et à se remémorer l'expérience. Au cours de notre recherche, nous mettons la victime au centre de la discussion. Nous l'estimons être la personne la plus crédible pour définir ce qu'est l'expérience du viol. Cependant, dans la revue de la documentation, nous abordons le sujet avec une grande ouverture par rapport à d'autres points de vue afin de pouvoir bien argumenter différentes conclusions auxquelles notre recherche aboutit. I1.2.1 Type de viol. Souvent, le type de système judiciaire en vigueur dans un pays ou une région administrative détermine la qualification ou non d'un acte sexuel comme étant un viol. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.